club des entrepreneurs de la transition énergétique à Business Mauritius. Allez-y, entrez, monsieur, n'hésitez pas. Certains d'entre vous avaient l'habitude de venir nous rejoindre en 2017-2018 sur le programme national d'efficacité énergétique. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueille ici. On a essayé un nouveau setup. Alors, on teste, ça peut marcher, ça peut pas marcher. On aurait bien apprécié vos feedbacks après, mais donc essayer d'avoir un vis-à-vis du public pour essayer de maintenir plus de dialogue et puis des interventions qui vont se tenir juste après. Ce que je voudrais aussi mentionner, c'est que notre CEO, Kevin Ramkarawan, ne peut pas être avec nous cet après-midi parce qu'il est en mission à l'étranger, mais donc si j'ai bien compris, nos amis peuvent même lui fournir un lien pour voir ça en live, donc peut-être qu'il pourra suivre de là où il est. Mais vous pourrez aussi récupérer, si vous souhaitez, la vidéo plus tard sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Je voulais très rapidement, avant de démarrer différentes interventions, vous expliquer aussi pourquoi on souhaite avoir ce club de la transition énergétique au niveau de Business Mauritius. Allez-y, bienvenue. Et pour commencer, je vous propose de regarder très rapidement la vidéo qu'on avait lancée en mars 2017 déjà maintenant, qui résume à peu près notre compréhension qu'on a à Business Mauritius sur la transition énergétique. Donc je vous laisse la découvrir en 2 minutes 50 je crois, avec Gina qui va passer la petite vidéo. Et puis on reprend vite fait la discussion sur pourquoi mettre ce club au niveau de Business Mauritius, pourquoi rassembler l'ensemble des entrepreneurs et aussi les différentes thématiques qu'on a dans la transition énergétique. L'avènement de l'économie numérique transforme nos habitudes au quotidien. Grâce aux objets connectés, nous partageons des milliards de données. Cette nouvelle révolution industrielle nous emmène vers une société plus responsable, plus durable et plus collaborative. Si la technologie de communication est prête, le recours aux énergies vertes se fait encore attendre pour totalement enclencher cette révolution. Le soleil, la biomasse, le vent, la mer, notre île dispose de ressources inépuisables, tout le nécessaire pour réussir la transition énergétique. Lancée depuis quelques années, elle nous permet de passer d'une économie carbonée à une économie bas carbone. Cette transition repose sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le transport électrique, les bâtiments à énergie positive. Les initiatives dans les entreprises mauriciennes voient le jour. Nous voulons les fédérer et les multiplier afin de dynamiser la compétitivité, la création de valeur et la création d'emplois. La transition énergétique offre un monde plus solidaire où les entreprises, engagées vers les objectifs de développement durable, contribuent à l'action sociale du pays. Un monde où chacun produit, consomme et partage l'énergie. Mobilisons nos idées, nos savoir-faire, nos énergies et notre fierté pour donner notre identité à cette dynamique de transition énergétique, pour gagner une longueur d'avance et être une ville exemplaire. Et en créole, nous qui décidé à la main pour vous inviter en fait avec nous à dessiner cette transition énergétique. On ne va pas la décider nous-mêmes, mais on voudrait la dessiner avec vous et faire en sorte que chacun puisse avoir une part dans cette transition énergétique. Les mots clés que vous avez pu entendre, révolution numérique, et pour moi, et pour Business Mauritius, indissociable de la révolution énergétique. Les deux vont fonctionner ensemble. C'était l'introduction de la vidéo. Et puis, les mots qui sont aussi importants sont la dimension sociale, emploi, création de valeur, création de richesse pour le pays. Kevin Ramkarawan l'aurait bien mentionné avec vous cet après-midi, mais Business Mauritius, on est fortement alignés dans le fait que le secteur de l'énergie est un pan de l'économie qui va de plus en plus se développer et contribuer davantage au PIB en fait, donc c'est quelque chose qu'on veut vraiment prendre en considération et que vous retrouverez peut-être dans 2 ou 3 semaines, peut-être 2 semaines, dans le National Business Roadmap de Business Mauritius. Vous retrouverez plus d'informations sur la partie énergie dans tout le secteur de l'économie. Très rapidement,
Juste si vous voulez bien aussi, si vous êtes plutôt aux réseaux sociaux, n'oubliez pas de pouvoir relayer l'information autour de vous. Pour vous dire aussi que l'idée pour nous de créer ce club, c'est de pouvoir à un moment donné arriver à vous offrir un espace de networking. On réfléchit à ça avec les collègues pour essayer, au-delà des simples emails d'invitation, où je peux comprendre que l'email que vous avez reçu pour le mois de juin avec 3 invitations, c'est peut-être un peu complexe, on a réussi à cumuler les listes d'invitations, mais on va essayer d'être un peu plus performant en technologie. Et donc on y réfléchit pour pouvoir avoir un outil. Au-delà juste de ce club, on a d'autres réseaux dans Business Motion, ça permettrait aussi de pouvoir faciliter le partage d'informations. Très rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, mais le Business Motion, c'est l'ensemble de ces associations sectorielles. J'en parle pas beaucoup parce que je vais vraiment accélérer pour être dans la suite de nos interventions, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur notre composition, avec plaisir. On est aligné sur 3 axes, le développement économique, le développement social et l'axe sustainability, avec une dimension inclusive très forte. Et donc, pour vous situer, le club de la transition énergétique, il intervient bien dans cet axe sustainability. C'était simplement pour arriver à vous dire, pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne savent pas forcément ce que c'est Business Motion, qu'il y a un board d'administration avec plusieurs associations sectorielles et le club donc rentre bien dans notre démarche sustainability. Le but pour nous est de pouvoir fédérer l'ensemble des entreprises autour de la transition. Fédérer, puisqu'on vous côtoie, certains d'entre vous, depuis pas mal d'années, autour de l'efficacité énergétique, autour des énergies renouvelables, le solaire. Et donc pour nous, c'était de commencer à se dire, ben, ces entreprises, ces professionnels, ça serait bien qu'on puisse les fédérer davantage et avoir une même voix dans la transition énergétique, une position commune de la communauté des affaires et aussi mener probablement des groupes de travail par thématique. Alors, ces groupes de travail thématiques, on vous les a proposés dans un questionnaire. Vous pourrez toujours nous recontacter pour vous manifester. L'idée, c'est de dire que quand on se voit en club, ici, comme ça, c'est ouvert à tous. Pour ceux qui souhaitent venir, qui sont disponibles d'être là. Mais pour ceux qui souhaiteraient s'investir un peu plus et communiquer, partager un peu plus de bonnes pratiques, ou peut-être même nous faire part de nouvelles stratégies, on vous propose de travailler en groupe de travail. Donc, c'est pour les volontaires qui souhaiteraient aller un peu plus loin que juste de se voir tous les 3 mois, par exemple, en club, comme ça. Donc, toutes les thématiques sont ouvertes, c'est des thématiques avec des points d'interrogation où on vous laissera aussi choisir ou ajouter, ou enlever, fusionner, peut-être aussi. Mais en tout cas, l'idée pour nous aussi est de vous démontrer que, par exemple, sur le solaire photovoltaïque et thermique, j'ai mis l'AMM à côté, l'Association des manufacturiers mauriciens, pour vous démontrer qu'on s'appuie sur nos membres partenaires, tout comme sur la biomasse. Notre membre partenaire, la Chambre d'agriculture, travaille aussi sur ce dossier biomasse, et donc évidemment, on s'appuiera sur nos partenaires dans la définition de chaque groupe de travail. Et vous êtes bienvenus à contribuer, il suffira juste de nous notifier par email ou juste après, on pourra toujours en parler. Et puis cet après-midi, ce que je voulais essayer de mettre en avant avec vous, c'est l'intérêt du club en différents axes de collaboration. Donc ces différents axes qu'on va essayer de voir ensemble. Pour cette première réunion, c'était essayer aussi de susciter de l'appétit chez vous les membres, et essayer de voir si vous pouvez aussi appeler d'autres personnes à nous rejoindre dans cette dynamique de transition énergétique. Et donc ce qu'on cherche vraiment, c'est de créer cet appétit et en essayant de démontrer différents axes possibles. Alors pour le premier axe, on va essayer de rester dans le temps avec Samir, 10 minutes à peu près. C'est l'axe société civile ONG. Pourquoi le club de la transition énergétique à notre niveau a un axe de collaboration avec les ONG et les sociétés civiles. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer avec Samir, si tu veux me rejoindre. On va échanger tous les deux là-dessus. Alors je dis directement Samir, mais je vais essayer de présenter exactement qu'est-ce que tu fais, dans quelle ONG, qu'est-ce que c'est l'ONG. Donc, Samir Collier, je travaille pour l'ONG Reef Conservation. Je suis responsable de toute la partie éducative et formation de l'ONG. C'est une ONG qui travaille dans tout ce qui est protection et conservation de l'environnement côtier marin. C'est un test peut-être paradoxal ou incompréhensible. Côtier, marin, Reef Conservation. Pourquoi l'énergie, comment RIF arrive à s'inviter avec la thématique énergétique? Donc nous, étant donné que nous travaillons tout ce qui est protection de l'environnement côtier marin, on a aussi un projet qui s'appelle EcoFood. Donc on est l'opérateur national du programme EcoFood en Maurice depuis 2015. Et ce projet qui a été mis en œuvre le programme ALENS de la COI. Et depuis 2017, on est membre de l'AFE, qui est la Fondation pour l'éducation et l'environnement.
qui dessert le label EcoSchool. Donc, le 2015, on met en œuvre EcoSchool et on discute pas mal avec la CEI sur d'autres thématiques à part l'environnement côtier marin. Et depuis 2018, on a commencé à discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire au niveau des écoles sur le projet d'EcoSchool. Donc, plus de sensibilisation par rapport à l'énergie renouvelable et l'éducation énergétique. C'est comme ça qu'on est arrivé sur ce principe. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon, parce que moi j'ai un. Je vais passer pour son moi-même. Donc c'est bien un programme Commission de l'océan Indien, qui est un programme COI Énergie, effectivement, avec financement de l'Union européenne, où RIF, dans le réseau EcoSchool international et Océan Indien, bénéficie d'un projet spécifique pour la sensibilisation dans les écoles. Alors, je voulais juste aussi mentionner que, à titre bénévole, volontaire, via Smallclass, on a aidé RIF Conservation dans ce projet de formation de sensibilisation dans les écoles, puisqu'on a j'ai quand même contribué à participer et à former quelques membres de RIF pour pouvoir après aller former des enseignants et intervenir après, juste rappeler peut-être quel niveau, tranche d'âge entre cette sensibilisation. Donc nous, c'était vraiment des enfants, des étudiants de ici, Forme 5, HSI, donc 14 jusqu'à 17. Et l'idée c'était justement, il y avait qui a été acheté par la CEI et nous. On a eu deux choses. Le l'opérateur national du programme EcoSchool, mais en même temps, sur ce programme-là, on a été recruté comme consultant national. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais on a l'appel d'offres, on a obtenu le contrat. Et au niveau de ce projet-là, justement, on avait commencé à discuter avec toi, avec Business Motion, justement, on aurait pu avoir peut-être plus de soutien, parce que nous, on n'est pas des experts au niveau des renouvelables, pour mettre en place ce programme-là. Et au niveau de cette activité, justement, la CEI au départ, on voulait essayer de voir qu'est-ce qu'on aurait pu développer ensemble avant d'aller vers ce type-là. Qu'est-ce qui aurait été faisable en termes de développement petit. On s'était dit, le time frame, je vois que la CEI c'était trop short. On s'est dit à ce moment-là, mieux vaut acheter quelque chose et après voir comment nous pouvons intégrer. Et nous, donc ils ont acheté le kit pour des pays de soins indiens, par contre pour Maurice. Maurice a reçu le plus, on a eu 50 kits. Les autres pays, maximum, je crois, ils ont eu peut-être 6 kits. Par rapport à l'étendue du programme EcoSchool. Maurice, aujourd'hui, on a 130 écoles qu'on avait choisi. Il y a différents niveaux d'excellence. Bronze, silver et green flag. Et à Maurice, c'est le pays qui avait le plus de green flag, mais aussi plus d'écoles qui est arrivé au moins niveau bronze. Donc on avait décidé d'armer les secondaires, comme ça expensive, et avoir justement les profs de ces différents niveaux à être formés par rapport à l'utilisation de ce kit. La formation s'est déroulée avril et mai, on a fait Maurice et Rodrigue. On a eu 48 écoles de formés, 40 à Maurice et 8 à Paris, professeurs et responsables des comités EcoSchool formés sur le terrain de l'État. Donc c'est là où, bien sûr, là, on a intervenu, comme je disais, c'était pour déjà donner une première formation sur ce kit au personnel de RIF Conservation pour après aller former les professeurs. Donc vous pourrez regarder juste après, hein, mais c'est un kit assez complet qui permet justement de faire de l'analyse sur le solaire, l'électrolyse pour les pierres combustibles, les éoliennes pour tout ce qui est l'énergie des vents, donc avec des applications. Je crois qu'il y a un cours pédagogique en ligne que les professeurs peuvent accéder. Et j'aimerais juste essayer maintenant d'aller dans la discussion, aller vers quel est le lien. Tu as demandé plus de support des entreprises pour pouvoir améliorer cette sensibilisation dans les écoles. Qu'est-ce que vous aurez besoin? Nous, donc on a eu une première collaboration, donc toi, on a aussi eu un package Camille qui était venu au niveau de la formation pour expliquer justement qu'est-ce qui est disponible sur le marché, qu'est-ce qui est faisable au niveau de l'énergie renouvelable pour les écoles. Nous, aujourd'hui, au niveau de EcoSchool, cette année-ci, le financement est plus ou moins stable, heureusement. Les années précédentes, ce n'est pas le cas. Et la finalité de ça, c'était aussi d'avoir des projets spécifiques au niveau des écoles. On a choisi 5 écoles qui ont monté des projets spécifiques au niveau de l'énergie renouvelable, de la transition énergétique. Et le comité national EcoSchool à Maurice, qui est présidé par Mme Bourra du ministère de l'Éducation, va choisir le meilleur projet. Le meilleur projet sera financé. On va discuter, il y a un potentiel financeur qui est là. On a commencé à discuter avec pas mal de monde justement pour voir si c'était faisable d'avoir du financement sur le projet présenté par une école. Et donc on verra dans quelle direction on partira par rapport à ça. Maintenant, c'est un projet qui sera implémenté directement dans à l'école, par les étudiants qui vont travailler, les élèves voilà. qui vont travailler. Voilà. D'accord. Et donc un financement pour ça. À quelle date on parle dans le projet qui sera implémenté? Cette année-ci, normalement le deadline, donc là le meilleur projet sera sélectionné au 1er juillet ou plus tard. Et après, par rapport aux différents timings qui ont été proposés par les écoles, au plus tard, après l'année prochaine, sera mis en place. Au plus tard, au mieux cette année-ci, avant la fin de l'année. Alors comme l'a mentionné Samir, le traquage
de l'île Énergie avait gentiment accepté de pouvoir intervenir lors de la formation en avril. Il a représenté l'association des manufacturiers mauriciens qui a aussi un comité solaire et qui nous permet de pouvoir avoir aussi d'interaction avec ses élèves, les élèves et les enseignants, et pouvoir donner une perspective beaucoup plus large sur le secteur de l'énergie à Maurice à travers un profil business. Moi, ce que je dirais, c'est que vous êtes, si cela vous intéresse d'être beaucoup plus en relation avec Reef Conservation et le projet EcoSchool soutenu par la COI, mais on comprend bien que l'année prochaine, il va falloir trouver un moyen de soutenir ce projet si on veut continuer à sensibiliser dans les écoles, voire même continuer à avoir un financement pour des projets concrets. Vous êtes tous bienvenus à manifester votre intérêt, voire premièrement simplement peut-être faire comme Prakash, assister à une formation et parler de la biomasse, parler du solaire, parler de l'éolien, ou peut-être dans une école spécifique faire une intervention spécifique sur un sujet mais fait par un professionnel. On serait ravis de mettre en relation et de pouvoir avoir ce type d'axe de collaboration, club. Je finis par appeler ça club d'été, mais bon, entrepreneur, transition énergétique, axe de collaboration avec les ONG, société civile, au travers de ce qui pédagogique que je trouve vraiment très bien parce que j'ai travaillé un week-end pour essayer de comprendre comment ça fonctionne avant d'aller les former. Mais c'est quoi ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as encore un message à passer? Moi je pense que justement, nous cette année-ci, au financement arrive à terme, EcoSchool, il y a plusieurs thématiques, il n'y a pas que l'énergie, il y a d'autres thématiques aussi par rapport à ce programme de la biodiversité, il y a tout ce qui est aussi en cause, des Ocean Cause. Mais nous on voudrait justement pouvoir sur cette année prendre une ou deux thématiques et l'approfondir. Et voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire, ça pourrait être l'énergie. Et voir quels outils on aurait pu développer aussi pour améliorer ça, et voir quels outils pédagogiques on pourrait adapter par rapport aux besoins des écoles. Ça faut du financement. Du financement pour pouvoir aussi avoir des gens compétents pour le monter, et aussi mettre en œuvre au niveau des écoles. Donc ça c'est vraiment pour la continuité du programme au niveau même des EcoSchool de manière générale, il faudrait vraiment du financement. Nous, on est venu le voir bien sûr au jeu, parce qu'il y a deux personnes au niveau vraiment de l'énergie, mais on est par contre on pouvoir discuter et voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Alors, ce que je te propose, c'est déjà du soft, de la présence des membres dans les réunions, etc. Et effectivement, si c'est des financements aussi fédérés de financement, on va y réfléchir. On sait tous qu'il y a des difficultés avec les financements qui étaient alloués, qui étaient investis par les entreprises sur la CSR dans l'environnement, qui est un peu différent maintenant avec d'autres mécanismes. Et donc, l'environnement, la biodiversité reste un sujet dont les ONG sont aujourd'hui en difficulté en matière de financement. Est-ce que vous avez des questions à poser à Samir, plus de précision ou autre? Vous pourrez intervenir par commentaire. Jean la salle des bords. Pardon. Oui, bonjour, il y a Martin de la région Réunion. Je suis fait sur EcoSchool. Il faut savoir sur le projet, donc si j'ai compris, c'est un projet, donc lundi prochain on l'aurait choisi. Donc ce sera un projet, est-ce que vous avez déjà une fourchette en termes de besoins financiers ou est-ce que vraiment un projet plus conséquent? Nous, donc, il y a deux parties. Il y a une partie normalement donc, locale et régionale. Parce qu'au niveau local, c'est-à-dire que nous, il y avait 5 écoles qui avaient écrit un projet, donc la meilleure école sera prise. Au départ, la meilleure école ne devait pas être financée. C'est-à-dire que la COI, eux, ils n'avaient pas de financement au niveau local. Donc eux, le gagnant local allait participer à la compétition régionale. Pour la dernière réunion énergie, ils ont le comité de pilotage qui est passé en août. Ils présenteront les différents pays, les 4 pays au niveau des soins indiens, allaient présenter leur projet et le gagnant régional aurait été financé à hauteur de 3 000 €. Mais on s'était dit, c'est un peu dommage d'avoir des écoles mauriciennes ou d'autres pays qui font une compétition entre eux, il n'y a rien pour à la fin. Donc on a commencé à travailler la COI, discuter avec son partenaire. Bon. Fort probablement, on aura du financement. Ou le gagnant local, à la même hauteur, disons environ 50 000. Ça ne financera pas tout au niveau des écoles, mais ce qu'on avait dit justement, c'est que quand vous montez des projets, essayez de tenir ce budget-là. Au moins d'avoir une première phase qui puisse être mise en œuvre par rapport à ce financement. Merci. Donc le financement, l'appui peut être en financier, mais également matériel. J'imagine, les amis scénaristes ou autres. Ça pourrait se faire aussi de cette manière. Il y a des opportunités à saisir ou à implémenter par la suite. Moi, ce que je peux aussi soumettre comme idée, peut-être pas pour les 6 prochains mois, mais au début de l'année 2020, on va essayer de le faire ensemble, sur une idée que m'avait été transmise par ma collègue Laura. On pourrait peut-être organiser, avoir avec les IPP, avoir avec ceux qui ont des centrales, pas biomasse, charbon, ceux qui sont éoliens, centrales solaires, etc.
organiser une journée porte ouverte pour les écoles à Maurice sur les énergies renouvelables, faire une journée porte ouverte énergie renouvelable. Et ça, on pourrait l'organiser à travers le club et en partenariat avec les ONG qui pourraient nous aider aussi à mobiliser les logistiques en place. Oui, je pense oui. Et il faudra aussi peut-être avoir une session par rapport à tout ce qui est le cadre législatif aujourd'hui. Il y a pas mal de questions qu'on a reçues nous par rapport à la formation. Quel est le cadre législatif par rapport aux énergies renouvelables? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en tant que citoyen, en tant aussi qu'individu, école? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être vraiment intéressant d'avoir une session de partage dessus. Tu n'aurais pas mieux donné une meilleure transition après. Je vous remercie. Je vais prendre l'axe institution publique avec l'intervention de Iqbal, M. Tripol de la SRB. Je ne fais pas de transition parce que ça m'est fait, mais on a le privilège, et je dois dire, on est certes voisins, on a le privilège de t'avoir ici avec nous, en français, en anglais et en créole, si tu veux. Bon, allez. Et ce qu'on a proposé d'avoir aussi un temps d'échange, ce serait sur les dernières mesures budgétaires au niveau du secteur de l'énergie, d'avoir un peu l'interprétation des choses qui pourraient venir plus concrètement de ce qui est écrit dans le budget speech jusqu'à présent. Nous, je dirais au niveau des organisations patronales, que ce soit au niveau de l'AMM, au niveau de Business Mauritius, les choses qu'on a pu mettre dans les différents mémos budgétaires des différentes dernières années sur le cap à 30% sur le solaire photovoltaïque dans le MSDG, ou encore le grid connection fee qui demandait 120 roupies par kilowatts crête par mois. Donc on a vu que c'est des choses qui ont été enlevées. On accueille favorablement ça parce qu'on s'est pas Brésil, ça fait à peu près 3 ans. Donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles? Alors, quand j'ai accepté de venir là, c'était la première rencontre mondiale dans l'esprit de nouvelle énergie. Donc, c'est quelque chose que je demanderais à tout le monde, au Michael, de ne pas me poser la question des prix. D'accord? Parce que moi je continue, sinon, j'ai plus de base. C'est dit. Donc, alors, on évitera cette question à ce stade, puis on verra par la suite. Sinon, comme annoncé dans le budget, on est venu donner attention à ce qui a été mentionné dans le modèle de Business Mauritius. C'est-à-dire, on a regardé dans les détails, on a pu enlever, c'est une limitation, certes, qui était nécessaire dans un premier temps, cette limitation de 30% de production. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on a enlevé aussi cette contribution, je vais utiliser taxe, contribution, parce qu'il est évident, c'est que toute chose a un coût et que quelqu'un doit payer pour cette donc, ces deux éléments sont enlevés dans le projet qui était initialement le projet MSDG. Ce n'est pas applicable sur le SSDG. Okay? C'est que pour le projet MSDG. Donc, on est venu avec un autre modèle. Ce modèle, on va donner tous les détails nécessairement. C'est un modèle qu'on appellera le gross metering. Gross metering. D'accord? Donc, l'idée derrière ce nouveau modèle, effectivement, c'est donner un appui au développement de l'énergie renouvelable, premièrement, c'est-à-dire pour aller plus vite vers l'objectif 35% en 2025, parce qu'on pourra le faire plus, c'est mieux. Deuxièmement, dans le modèle, on a travaillé pour éviter ce qu'on appelle les subventions croisées. D'accord? Quand vous allez comprendre le modèle, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de subvention croisée. Lorsqu'on parle de notre énergie, de nous l'énergie, alors tout le monde est appelé à contribuer à la mesure qu'il faut. Deuxièmement, c'est qu'on travaille dans nous l'énergie, on travaille ensemble. C'est-à-dire que, si par exemple, il y a des fonds à lever, il faut réfléchir, tout le monde ensemble, comment on va lever ces fonds par la suite pour que ce soit plus viable pour le projet en général.
Notre objectif, nous, c'est arriver à 25% de gain en 2025, plutôt si c'est possible. La prochaine chose qu'on voulait aussi dans cette modèle, c'est que, en le faisant, on voulait s'assurer que les ressources nécessaires sont bien analysées. En le faisant, si les ressources sont bien analysées, surtout les ressources financières, ce sera dans l'intérêt de toute la société et l'économie en général. Si les ressources sont bien analysées. Ça, c'est le principe de l'économie. Donc, à ce stade, ce qu'on fait, on travaille sur la modalité de ces new skills. Alors, new skills, il y aura 4 principalement qui vont être annoncés. Ce sera un skill pour le Smart City à la hauteur de 15 MW. Il y a 5 MW dans le 15 MW qui va être gardé comme un buffer parce qu'on n'a pas tous les détails sur toutes les Smart City. Il y en a qui sont des Smart City type voiture, il y en a qui sont city type ferme solaire, donc on n'a pas tous les détails. Donc il y a un buffer de 5 MW dans les 15 MW. Il y aura un 10 MW pour les MSDG, les systèmes au-dessus de 50 kW à 2 MW. D'accord? Donc ça, c'est le MSDG. Le MSDG. Tout travaillera chez nous. Tout. Smart City, 15 MW, 10 MW, MSDG, 10 MW pour les institutions publiques et 5 MW pour les MSDG. Donc, les modalités. Non, SSDG. 5 MW SSDG. Donc, tout travaille sur le même principe, c'est-à-dire que tout le monde est logé au même principe. Si je permets avant de continuer, je veux peut-être juste un point parce que je suis peut-être aperçu que vous n'êtes pas tous familiers à SSDG et MSDG. SSDG, c'est le scheme pour le résidentiel particulier, donc l'habitant, on va dire, on est entre quelques kilowatts, 5 kilowatts, je pense. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est normalement, techniquement, ce sont des installations au-dessous de 50 kW, mais pour les besoins de certaines schemes, les résidentiels, on ne va pas donner une résidentielle 50 kW. Normalement, pour 10 kW à 5 kW, ça fera l'affaire. Mais il faut prendre en considération les limites techniques du basse tension. Ce basse tension, ce n'est pas le tension, le basse tension, c'est plus vulnérable par rapport à des fluctuations. Parce que moi, je peux avoir un SSDG et en ayant un SSDG, ça peut affecter mon voisin. Donc là, on est très sensible là-dessus. J'ai essayé de faire monter le SSDG. On reste quelques kilowatts pour le particulier. Puis il y a le MSDG qui est vraiment le medium scale et qui va permettre aux entreprises, industrielles, hôtelières de pouvoir installer du photovoltaïque. On est vraiment sur du photovoltaïque. Hein. Les skis dont on parle, je vais dire renouvelable, mais on est vraiment focus photovoltaïque. En général, c'est le photovoltaïque qui domine. Pour tout le monde. Nous, on n'est pas limité au photovoltaïque. Peut-être tout à l'heure, mon collègue Marina va l'expliquer, on n'est pas limité au. Et si je peux peut-être un peu plus expliquer ce voice metering, ou alors c'est pas possible à l'heure actuelle. Non, c'est on passe du net metering au voice metering. Parallèle entre le net metering et le voice metering. Avant que j'aille un peu plus dans le détail sur les deux principes, normalement, nous, avant qu'on lance les schemes, on pense à, surtout pour les MSDG, parce qu'on a beaucoup de nos collègues des installateurs de la reprise et de compréhension. On va organiser, on pense organiser une rencontre spécifiquement pour ce type-là, pour discuter avec eux, par la suite de savoir comment on va implémenter pour que tout le monde soit aura l'opportunité de rentrer dans les sites. D'accord? Ah, vous l'avez à disposition. Ah, c'est bon. Donc, alors, le net metering et le gross metering. Si on regarde les détails à la fin de la journée, c'est quoi? C'est l'économie substantielle sur notre facture. Que ce soit gross metering ou net metering, c'est la même chose qu'on cherche. En règle générale, les net metering, c'est que on produise, on exporte ou on consomme ce qui reste dans une banque. D'accord? Donc, on va l'utiliser. Par exemple, une résidence peut avoir une demande le soir.
Mais le photovoltaïque, ça produit à la journée. Donc, si jamais il n'y avait pas ce principe, ils produisent dans la vie. Donc là, on offre le réseau comme un système de stockage. Le cross interrupt, par contre, tout ce que vous produisez, vous êtes devenu un producteur direct. Vous produisez, quelque part, ça peut être administrativement ou physiquement, ça part dans le nous l'énergie. D'accord? Tu l'as saisi? Très bien. Donc, nous l'énergie sera là à servir que ce soit. Vous avez besoin, vous le prenez. Et puis, ceux qui n'ont pas le moyen de mettre un système PV, parce qu'on connaît déjà, par exemple, on fait un ski petit, c'est qu'au bas de l'échelle, complètement, on s'est rendu compte que parmi eux, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne peuvent pas aller sur un système photovoltaïque parce qu'ils n'ont même pas accès au terrain. Donc, comment faire pour que ces gens-là restent dans le système? Il faut réfléchir autrement. C'est les postes internes qui vont apporter cette solution. J'exporte, mais j'exporte. Je ne suis pas que exporter. Tu exportes. Effectivement, tu dois être rémunéré. Voilà. Quand vous voulez parler de tarif, je ne parle pas de tarif. C'est le principe. Le principe, oui, d'accord. Donc, tout le monde peut devenir producteur. Tu es d'accord qu'on pose quelques questions, si tu as des remarques, C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on va écouter une metering où le bénéfice pour celui qui produit, c'est qu'il va pouvoir offset sa consommation. Net metering. Là, il n'y a pas de consommation qui rentre en jeu. Donc, il y aura une rémunération qui va venir rémunérer le gros qui a été envoyé sur le réseau. C'est le même principe finalement. À la fin de la journée, je mets les choses plus simples. Moi, en tant que client ou consommateur, je besoin de quoi? Un système PV ou l'électricité? Qu'est-ce que j'en ai besoin? Je te pose la question bien. Tu as besoin de quoi? L'électricité ou un système PV? Donc, que ça vient du réseau ou que ça vient sur un système local, à la fin de la journée, toi, tu as besoin d'une télévision pour regarder le film. Non, mais celui tu n'as pas besoin de la télé, celui qui expose sur le réseau. Non, je t'explique là. Donc, ce que tu as besoin, c'est. Tu n'as pas besoin de la télé, tu as besoin des internet qui viennent sur la télé. Bon, aussi longtemps que je te donne l'électricité et qui est propre, reliable, fiable. Donc, tu n'as pas de souci. C'est la même chose que je dis aux petits clients. Ils ont besoin de l'électricité. Ils n'ont pas besoin d'un système photovoltaïque parce qu'à la fin de la journée, un système photovoltaïque, c'est un équipement. Il va pallier dans le temps. Donc, mais lui, il a besoin de l'énergie tous les temps. Il faut lui assurer cette faiblitude. Donc, le cross-metering et l'intermitering, à la fin de la journée, le client a besoin de l'électricité. Il a besoin d'électricité meilleur marché. Donc, dans le principe, le cross-metering vient éliminer les problèmes de subvention croisée. Right? On va expliquer ça bien de détail dans les modalités. Donc, comprenez que le net metering, c'est le petit qui subventionne le grand. Dans le net metering. Donc, nous, étant responsables, on ne peut pas aller vers un principe pareil. Donc, il faut éviter que ce soit les petits qui subventionnent les grands. Ceux qui ont les moyens, donc pour les besoins de la société, pour les besoins de l'économie, c'est toujours ceux qui ont les moyens qui subventionnent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça revient. Oui, bonjour à tous. D'abord, est-ce que le client a un choix de choisir entre le cross-metering ou le net metering? Non. 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 Le net metering, c'est tu passes. Non. Non, mais parce que tu dis qu'il n'y aura plus de net metering ou il y aura du net metering? Pour l'instant, là, de ce qui a été annoncé dans le budget, c'est du cross-metering. Cross-metering, oui. Donc il n'y aura plus de net metering. Non, je te réfère au budget. C'est du cross-metering. Ok.
Et deuxièmement, pourquoi vous avez avoir limité pour le SFDG à 5 kW? Écoutez, normalement, les 5 kW, 5 MW sont. Non, 5 kW, Chaque installation individuelle. Mais pour nous, écoutez, il faut donner tout le monde la possibilité. Si toi, tu es un client individuel, tu viens avec un système de 50 kW, de 55 MW, tu utilises en 5, tu risques que 500, 1200 clients qui ont déjà accès au réseau et le reste. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut donner à tout le monde la possibilité, donner chacun un petit, comme tu dis, nous l'énergie, il faut donner chacun un petit bout pour pouvoir rentrer dans le nous l'énergie. Donc le principe c'est limité. Et légèrement, en ce qui concerne le problème technique, il faut que le réseau basse tension soit bien. Tu connais bien les difficultés qu'on a. Non, mais il y a certaines régions. Certaines régions. Donc, oui, on fait un métier, on monte en capacité, voir comment on va pouvoir. On a bien compris qu'il y avait des questions de principe à clarifier après, avec quelques questions encore. Sur les contrats existants, ils ne sont pas appliqués parce que c'est les contrats à venir, basés sur le nouveau budget. D'accord. Exactement. Parce que les contrats sont déjà signés. Maintenant, c'est lui qui va réconsidérer. Parce que, écoutez, dans le principe de MSDG, c'est une aide d'Italie, mais qui est limitée à 30%. Maintenant, si vous voulez aller plus que 30%, donc vous pouvez regarder dans les détails, réfléchir. Donc, ça, c'est une possibilité. Peut-être vous commenter une question à Iqbal. Je crois que sur le principe, c'est intéressant de voir que, quand même, on a enlevé ce seuil 30% et on a enlevé 128 kW en termes de contribution. Ce que c'est mentionné dans le discours du budget aussi, toute la question de gross metering. Et en parlant du principe, bien sûr, la question détaillée n'est pas pour aujourd'hui. Est-ce que aussi il y aura une composante de transparence pour que le principe de gross metering marche et qu'il y a tout ce qu'on appelle nous l'énergie, il y a aussi la dimension de transparence en termes des coûts, en termes de la technicité et aussi pour pouvoir que tout le monde qu'elle move ensemble. Je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut travailler. Bien sûr, ce n'est pas tout de suite, mais je pense qu'il nous faudrait dans ce mouvement de gross metering, s'il n'y a pas l'élément transparence en termes de la compréhension, il y a quelque chose qui pourrait être assez complexe. C'est pourquoi je pose la question à Iqbal, est-ce que l'élément, comme vous avez parlé de ne pas avoir du cross-subsidization, mais est-ce que l'élément de transparence est aussi dans les discussions pour qu'on arrive à avoir un landscape au niveau énergie renouvelable, photovoltaïque, dans ce qui est mentionné, pour qu'on arrive vraiment à optimiser le potentiel de l'énergie renouvelable à partir du photovoltaïque. Est-ce que l'élément transparence a été quelque chose qui est dans vos réflexes? Normalement, on a été transparent depuis le début. Même sur le principe, le premier modèle qu'on avait mis en place, on avait donné toutes les informations sur le site web. Le modèle à l'arrière, le modèle de calculation, tout était déjà sur le site. Il n'y avait rien caché. Maintenant, cette dimension de transparence, moi je suis tout à fait d'accord que nous soyons transparents dans toutes les sphères possibles. Maintenant, on peut discuter. Si c'est pour être transparent même, on pense que il faut une discussion avec les stakeholders avant qu'on mette une modalité, une procédure, un process en place.
qu'on a des indications de votre côté. Qu'est-ce que vous voulez développer en France? J'aime un petit point, Michael, si je permets. Et aussi dans la mise en œuvre. Il y a certains échouements dans la mise en œuvre, dans le timeline, en termes le processing. C'est aussi important de pouvoir, je pense, dans le concept de ease of doing business, avoir les guidelines lorsqu'il y a une application, comment ça se passe en termes de timeline. Parce que définitivement, lorsqu'on arrive à avoir la transparence, un cadre correct, il nous faut aussi peut-être travailler sur les timelines pour la mise en œuvre ou en termes de, lorsqu'on on lance un skill, ça prend X temps avec les différents timelines bien établis. Je pense que ça va aider d'avoir un framework correct. Merci. Tout à fait d'accord. Beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Je vais essayer de les tenir. Essayer de poser vraiment la question directement. Comme ça, je peux essayer de faire le plus de mots possible. Ça serait pas bon pour moi de vous réunir en club et de ne pas donner la parole. Et il y a le temps aussi. Oui. Je voudrais savoir s'il y aura un quota pour ça, ou si, est-ce que si demain que les humoristes, tous les humoristes décident d'aller vers le solaire, qu'est-ce qui passera avec le central existing? Premièrement, du moment qu'on réfléchit dans notre énergie, donc je ne pense pas que tout le monde va être comme si sur soi-même. D'accord? Donc du moment qu'on réfléchisse ensemble, il faut avoir des canaux de communication. Et le réseau public, c'est un bien pour le public qu'il faut optimiser et que, à mon avis, dans notre système petit qu'on est, le réseau électrique, c'est un appui, c'est un avantage de ne pas aller en dehors de ces lignes. Parce que sinon, il y aura beaucoup de gens qui vont rester chez eux à la touche. Maintenant, est-ce qu'il y a un quota? Quota par rapport, j'ai déjà défini qu'il y aura un skill de 15 MW X, 10 MW, 10 MW et 5 MW. Donc, pour l'instant, le réseau vient accommoder cette quantité de mégawatts. Au fur et à mesure, on monte en puissance, on aussi le réseau, on va augmenter. Croyez-moi, si vous venez avec un système de stockage et qu'il soit meilleur marché d'un système intégré, je suis tout à fait d'accord avec vous que la société doit payer la tâche. J'ai deux questions et après, j'ai deux questions rapides. À l'échelle d'un site, vu que la consommation annuelle n'est plus un critère de référence, quel est le critère pour dimensionner l'installation photovoltaïque sur un site? Autrement dit, est-ce que je peux installer des panneaux sur autant de surface de disponible, quitte à exploser les compteurs en tous les sens du terme? Deuxième question, quel est le calendrier du MSDG? Merci. Premièrement, moi, comme j'ai dit, c'est qu'il y a un skill qui sera en place et la capacité est définie. Maintenant, on voulait avoir une discussion avec tous les opérateurs, tous les acteurs concernés, que tout le monde a une part du marché. Donc, il faut, après notre discussion, après notre moment, on va déterminer cet seuil. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Un peut venir avec certaines quantités, et puis l'autre n'a rien. Donc, est-ce qu'on veut aller dans cette direction? Ben là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que moi, je viens de nous l'énergie. Donc, il faut qu'on. Je préviens que cette énergie, parce que c'est l'élément fédérateur, et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas qu'on que tout soi-même, il faut regarder que tout le monde a la possibilité. Deuxième chose, je ne parle pas calendrier. Pour nous, comme je dis, c'est qu'on a un objectif 2025. Mais si on peut pas atteindre cet objectif en avance, tant mieux. Mais ils ne devront pas dire à ceux qui mettent un projet en œuvre. Ceux qui ont ouvert l'accès au réseau, maintenant, c'est aux opérateurs, aux joueurs, de finir d'avoir mettre un projet pour qu'on soit bien dans le temps. On ne va pas mettre des limites, on va mettre certains critères pour que
quelqu'un qui vient pas faire une demande, et puis, non, puis les autres attendent proportionnellement. Il faut mettre certains critères là, pour que celui qui ne fasse pas de la vente son projet, pour que les autres vont apporter le projet. Bien sûr, Thomas Kremen de la GIZ, bien sûr, votre système s'est pratiqué dans beaucoup de pays, qu'il y a un prix pour exporter dans le réseau et un prix différent pour importer. Ce qui se passe en Europe, c'est maintenant les individus, les compagnies investissent de plus en plus dans leur stockage pour augmenter l'autoconsommation. Est-ce que l'autoconsommation parmi stockage local est déjà pris en considération dans votre scheme ou non? Parce qu'avec ça, votre argument qu'on utilise le réseau, c'est plus valable parce qu'on n'exporte pas, on fait du stockage local et comme ça, ça serait un coût, mais c'est l'individu ou la compagnie, on peut décider si on veut bien investir dans le stockage local ou bien on exporte tout, on importe tout. Ça fait une grande différence. Je sais ce qui se passe en Europe, je sais ce qui se passe en Amérique, je sais ce qui se passe en Europe. On dit, avant de venir avec un scheme chez nous, nous le refusons de une façon intégrée, d'une façon holistique. C'est lui qui aujourd'hui, à Maurice, va aller investir dans le stockage de son propre consommation, qui n'a pas besoin de réseau. On a besoin de réseau, mais seulement comme ça, mais pas comme ça. Si on a besoin de réseau, on peut le plus de réseau. C'est aussi simple. Si quelqu'un peut aller mettre du stockage pour stocker son énergie et qu'il va utiliser qu'il soit plus économique, oui. Mais il faut respecter les standards. Parce que le stockage, aujourd'hui, la cache catégorique n'a pas de standards. D'accord? Quel type de batterie que vous allez mettre, quel système de stockage que vous allez mettre, ça c'est un peu. Mais on peut faire les choses d'une façon bien. Les standards en premier, puis on regarde sur les détails du stockage. Parce que sinon, si votre système de stockage ne fonctionne pas, c'est le réseau qui doit faire le frais. Merci Iqbal. Dernière question, vraiment, merci beaucoup Mickaël. Question rapide. Le projet Waste Energy, est-ce que tu as une date? Moi, je sais pas si. Moi, si une avis, c'est un enchaînement de budget. Ça va dans le budget, justement, c'est ça. Cette question, je ne sais pas demandé de ne pas la poser. Ah d'accord, vous n'êtes pas la poser, pardon. Non, c'est en cours. Ça doit venir, je sais, dans le temps que je là. Juste une dernière question qui m'intéresse beaucoup. Pour monter sur ce que Thomas dit, je crois qu'un truc qui va vraiment unlock toutes les possibilités pour l'énergie renouvelable, oui, c'est le smart grid. Dès qu'on aura un vrai smart grid, on aura des possibilités décuplées pour un décollage des énergies renouvelables, du stockage, etc. Donc, le budget un peu mentionné, je crois, vaguement. Est-ce qu'on aurait pu avoir plus de détails concrets sur l'avènement éventuel, on espère pas trop lointain, du smart grid à Maurice? Moi, j'aurais aimé que les collègues répondent à cette question. Les smart grid, le prix tel qu'elle est aujourd'hui. On va dire qu'il y a déjà des smart grid. C'est déjà qu'il y a pas mal de choses qui passent en termes digital, numérique, réseau. Nous, on a, avec la nuit et aussi notre acteur, on a un roadmap qui vient de lancer. Le roadmap va être disponible, qui parle comment aller dans cette journée de smart grid. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. On aura plus la possibilité, pas seulement pour l'énergie renouvelable, mais pour maîtriser l'énergie. Pour le futur développement en termes d'immobilité, comment on va intégrer tout ça ensemble. Donc, les smart grid et les gens. Je voulais juste terminer sur un élément, c'est que, comme j'ai annoncé tout à l'heure, on a fait un projet pour les petits clients. Milliers de clients qu'on a contactés individuellement. Il y a une partie
qui a entré les autres ne satisfait pas les critères, ils n'ont même pas accès au plan. Même chose pour les petites entreprises. Alors, quand vous regardez les arcades, vous avez plusieurs de petits magasins qui sont dans les arcades. Ils n'ont pas accès au plan. Donc, comment faire? Ils sont locataires. Ils sont locataires, ils ont beaucoup de difficultés. Donc, comment avoir accès au soleil? Au soleil, parce qu'ils ont resté jamais. Donc, c'est pourquoi je dis que le réseau, c'est connecté. Alors, on peut venir avec un modèle, je dis, je suis d'accord, on peut venir avec un modèle, je cross internet, et tous ces petits qui n'ont pas l'emploi peuvent avoir accès au projet solaire. Donc, c'est ce principe qu'on prend. Mais il faut le réseau qui va construire ces choses. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci bien d'avoir joué le jeu. C'est très intéressant et on restera, comme j'ai dit, disponible pour pouvoir échanger sur le process de planning, des schemes à venir et même du Renewable Energy Roadmap, parce que le roadmap va aussi bientôt incessamment être présenté, donc on sera disponible en tant que club. Je sais que vous avez d'autres contraintes, c'est pour ça qu'on est passé avant. Merci, Kubal. Désolé, ça y est. C'est aussi des systèmes de standards que la Marina est en train de mettre en place avec le UARE sur des standards. Mais c'est légal, parce que j'ai le droit de produire et de garder des trucs chez moi. Je dois automatiquement mettre le réseau. Si on légal. Alors, je vous propose de passer avec un axe, c'est bien, c'est agité, c'est super. Un axe avec le secteur université, recherche et développement. Je vais demander à Christiane de nous rejoindre très rapidement. Je suis désolé pour ceux qui ont passé après, c'était le temps du moment, en fait, c'était le budget il y a à peine 10 jours. C'est très important d'avoir l'éclairage du CEB sur les annonces budgétaires. Donc on va essayer de garder le même timing que ce que ça veut dire quand il est passé au premier. Alors je te laisse te présenter rapidement UDM, 3 mots. Donc je peux présenter en 3 mots maintenant. Voilà, donc c'est Jason Souban, donc je suis enseignant à l'Université de Mascarin. Donc je voudrais d'ailleurs déjà excuser le docteur Soumana qui est pris par d'autres obligations. Donc l'Université de Mascarin a été créée en 2013 suite au merger de deux institutions qui fonctionnaient initialement sur le modèle unité, donc soit le Swami Institute of Management et l'Institut supérieur de technologie. Donc au niveau de l'UDM, même si l'UDM a été créé en 2013, donc on a un partenariat avec l'Université de Limoges qui date de 1998. Donc l'UDM offre plusieurs diplômes dans ses 3 facultés, donc la faculté d'ingénierie et développement durable qui se trouve à Rosille, et la faculté éthique et gestion qui se trouve à Port-de-Mousse. Donc ce sont des diplômes qui sont co-délivrés avec l'Université de Limoges. Et on a commencé donc à offrir un diplôme de master, donc un master en efficacité énergétique et développement durable depuis octobre de l'année dernière, et on lance en août de cette année un master en intelligence artificielle. Alors, si je prends juste sur le master 2E, 2D, c'est ça, efficacité énergétique et développement durable. Donc, quand je me souviens, à peu près 2 ans, lorsque tu es venu me voir, et après, monsieur Dièche Manati est venu me voir me présenter ce master, on avait beaucoup échangé au niveau business knowledge UTM sur la création de ce master qui était essentiellement à l'époque, quand on a présenté production d'énergie renouvelable. Et puis on s'est assis ensemble et on a essayé de reconstruire la maquette pédagogique de ce master. Et on s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être essayer de diversifier, pas que de la production, mais utilisation de l'énergie. Donc d'avoir un coût pédagogique qui soit plus sur l'efficacité énergétique, pas que de la prod, qui soit plus sur le grid, smart grid, sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, puisque l'assemblage numérique
et énergétique est très important. Donc, on a un master aujourd'hui qui, je dirais, répond à la fois à nos attentes en tant que monde du business et qui a été mis en œuvre avec double diplôme, local et donc européen. On a représentant jusqu'à Limoges. Est-ce que tu pourrais juste nous dire depuis que c'est lancé ce master, combien d'étudiants, est-ce que ça se dit bien, comment ça se passe, et est-ce que c'est simplement étudiants des diplômés qui font la licence qui sont montés au master, ou est-ce que c'est aussi du monde des entreprises? Donc, je pense que c'est important de mentionner que donc, justement ce master découle d'un partenariat donc, avec l'Université de Limoges et l'Université de La Réunion. Donc, on a longuement discuté, je pense que ça a pris pratiquement 2 ans pour arriver à définir le programme. Donc, on a longuement discuté avec Business Mauritius, donc justement, comme tu l'as mentionné, pour établir un programme qui répond à la fois aux exigences de l'industrie mauricienne et il faudrait aussi ajouter qu'on a été très à l'écoute de l'industrie mauricienne et on a suivi avec intérêt donc, le programme d'efficacité énergétique qui a été mis en place par Business Mauritius. Donc aujourd'hui on a une promo de 26 étudiants, donc dont 2 étrangers, donc un malgache et un camerounais. Donc sur ces 24 Mauriciens qui sont inscrits sur ce master-là, donc il y a 50% des étudiants qui sont sponsorisés par leur entreprise. Donc d'où l'intérêt qu'a montré l'industrie mauricienne par rapport à ce master. Je pense qu'il est aussi important de mentionner que dans ce master, on a l'intervention de pas mal d'experts étrangers. Donc d'une part de l'Université de Limoges, de l'Université de La Réunion, mais pas uniquement, puisqu'on a aussi fait appel à la diaspora mauricienne, puisqu'on a aussi des Mauriciens qui interviennent sur ce master de l'Université de Montpellier, mais également de l'Université de la Lorraine. Donc c'est une formation qu'on a décidé d'offrir uniquement à temps partiel. Donc un master à temps plein, donc c'est un programme sur 2 ans. Donc pour ce master à temps partiel, donc c'est un master qui est étalé sur 6 semestres, donc sur 3 années. Voilà, donc on a effectivement beaucoup participé à diffuser l'information d'inscription, parce qu'on avait créé ensemble le master, donc on a l'objectif de diffuser l'information pour que l'ensemble d'entreprises puissent bénéficier de cet outil qui, pour moi, assez important. Je me souviens que quand je suis arrivé en 2012 à l'île Maurice, je m'étais beaucoup appuyé sur ce que j'appelle les référents énergie. Les référents énergie en entreprise, ils ont à peu près aujourd'hui, c'est entré facilement la quarantaine, cinquantaine. C'est pas que je vais les mettre de côté, mais c'est que l'idée pour moi était de se préparer déjà, d'avoir un vivier de personnes qui vont, je le redis très bien, pas être seulement dans la production d'énergie, mais qui vont pouvoir être en entreprise, hôtelier, industriel, centres commerciaux, etc. De pouvoir mener la transition énergétique dans leur entreprise, de pouvoir mettre en œuvre des solutions. Et ma question est, quand on peut avoir des stages, quand on peut avoir de la recherche appliquée, trouver des solutions. Est-ce que c'est pour bientôt, quelques mois? Donc, il faudrait, donc, comme j'ai expliqué, c'est un master qui est offert uniquement à temps partiel, donc c'est un master qui est étalé sur 3 années. Donc le stage est prévu en 2021, puisqu'on a démarré en octobre de l'année dernière et on est toujours à l'étape du premier semestre. Mais par contre, ce master-là, lorsqu'on l'a travaillé, donc au niveau du programme, on a décidé d'intégrer un certain nombre de projets d'études. Donc au niveau de ces projets d'études qui sont étalés sur l'ensemble des 6 semestres, donc là, on a la possibilité de travailler avec les industriels et de travailler sur des problématiques, je dirais, locales et des problématiques qui peuvent éventuellement répondre aux exigences donc, des industriels mauriciens. Donc là, on est ouvert donc, pour pouvoir éventuellement définir avec les industriels, donc pour éventuellement offrir des problématiques sur ces projets d'études-là à nos étudiants. On pourrait imaginer des projets d'études qui se cumulent sur 3 ans, c'est-à-dire sur 2021, mais donc la même entreprise, le même stagiaire, étudiant, projet d'études qui suit, qui fait aussi un mélange de temps passé en entreprise, un mélange de temps passé après à l'université, et sur 3 ans, on pourrait peut-être avoir un beau projet dans chaque entreprise. Voilà, donc ces projets d'études peuvent éventuellement découler sur le projet de master de ces étudiants-là, donc sur la 3e année. Donc ce qui est aussi intéressant ici, c'est de se dire que ces projets d'études, donc lorsqu'il y aura la collaboration donc université et industrielle, il y aura éventuellement aussi la possibilité de travailler avec nos partenaires étrangers.
donc des universités partenaires sur ce programme de master. Très bien. Je sais aussi que vous serez mobilisé pour, sur un ou deux modules, d'intervenir et de présenter un peu plus nos actions en tant que secteur privé et énergie. Et je pense aussi qu'on peut avoir un appel de personnes qui pourraient venir vers vous, de professionnels qui pourraient intervenir ou sur je sais pas, une petite heure, avoir une vision vraiment entreprise du secteur de l'énergie et pouvoir enrichir un peu plus cette histoire pédagogique. En tout cas, l'appel est lancé pour ceux qui voudraient pouvoir contribuer dans ça. Voilà. Donc effectivement, on a prévu d'avoir l'intervention d'un certain nombre d'industriels sur ce programme-là, donc c'est déjà prévu. Donc dans les discussions précédentes, j'ai beaucoup entendu parler de smart grid, de stockage de l'énergie intermittente, etc. Donc je voudrais juste mentionner que sur ces modules-là, donc étant donné qu'on a de l'expertise étrangère, donc des gens des universités partenaires qui viennent intervenir sur ce master-là, donc sur ces modules spécifiques. Donc pour ces modules-là, on a aussi pensé qu'on a la possibilité d'offrir ces compétences-là ou ces formations-là aussi en formation continue à travers le centre de ressources. Donc ce qui veut dire que vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet, de vérifier par exemple quels sont les modules spécifiques qui vous intéressent. Donc à ce moment-là, lorsque ces modules-là sont offerts, donc on a la possibilité éventuellement aussi de les offrir en showcase. C'est un peu à la carte et de choisir s'il y a des professionnels qui souhaiteraient aussi bénéficier d'expertise des universités partenaires, ce qui permet de pouvoir accueillir très rapidement professeur Didier Ossel, vice-président de l'université Perpignan. Oui, merci Didier. Cher Didier, oui. Bonjour à tous. Bienvenue à Maurice. Bienvenue. Alors, est-ce qu'on peut Voilà. Je vais dédier la petite manette. Voilà, de façon j'enchaîne. Là, ça va enchaîner. On peut pas, parce que D'accord. Je vais prendre la main. Je laisse te présenter. Oui, alors je me présente Didier Ossel, je suis professeur à l'Université de Perpignan et aussi vice-président en relations internationales. Donc c'est par ce biais-là, en fait, qu'on a commencé à collaborer avec l'UDM. Mais il s'avère, comme je vais vous le présenter, qu'à l'Université de Perpignan, on a une spécificité énergie renouvelable très développée. En réalité, c'est au niveau français et au niveau européen le plus gros labo énergie solaire de toute l'Europe. Et donc, il s'avère qu'effectivement, tout de suite, ça a accroché entre l'Université de Perpignan et l'UDM pour développer des choses. Au niveau pédagogique. Je vais aussi intervenir dans le master efficacité énergétique avec toi, d'ailleurs, sur l'aspect marché. Et puis sur de la recherche, sur du développement de recherche. Alors ça, c'est quelques données sur moi. Je suis au départ un mathématicien appliqué, mais qui a mal tourné, qui a tourné vers le management de l'énergie en utilisant des méthodes qui viennent de la théorie des jeux en réalité, donc plus axées sur l'aspect économique de l'énergie. Voilà. Et donc nous sommes donc Université de Perpignan, une université très ancienne, fondée en 1350, avec un très fort taux d'étudiants étrangers. C'est une spécificité de Perpignan, 120 nationalités chaque année d'étudiants étrangers, donc une habitude de travailler avec différents pays, aussi bien au niveau recherche que pédagogique, et puis des classements qui sont tout à fait honorables, puisque nous, on est considérés comme petite université dans le ranking français. Small University, c'était moins de 10 000, et on est premier. Et même dans le classement des moyennes universités, où on ne devrait pas figurer, on est quand même troisième. Donc voilà. Alors, le focus que je voudrais vous présenter très rapidement sur cette université de Perpignan et le rapport avec l'énergie, c'est qu'il y a un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Promesse. Je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler. C'est un laboratoire, une unité propre du CNRS qui est dédié au solaire, mais aussi à l'énergie en général, à l'énergie renouvelable, et qui possède en particulier cet élément-là que vous voyez là sur la photo, qui est le plus grand four solaire expérimental du monde, qui produit des températures de plus de 3000 degrés, rien qu'avec le soleil, pendant des heures et des heures, sans apport d'énergie.
Alors c'est pas pour faire de la production d'énergie, c'est pour tester les procédés. Par exemple, les briques de protection thermique des navettes spatiales américaines ont été testées là, parce qu'on peut faire des fluctuations de température à très haute température. On teste aussi des matériaux extraterrestres, des choses comme ça. Et donc, bien sûr, tout un tas de formations. Vous avez là bachelor professionnel, master et tout ça, et une école d'ingénieurs, la seule école d'ingénieurs toute énergie renouvelable de France, et même d'une grande partie de l'Europe, qui fait partie du réseau INSA. Donc on a tout un faisceau pédagogique et recherche qui est en appui là-dessus. Et donc, des infrastructures que l'on a, bien sûr, c'est le grand four solaire, je vous l'ai dit, mais aussi une centrale solaire, c'est la photo que vous avez à droite en bas, qui s'appelle Thémis, une centrale solaire à la Tour, qui elle est là vraiment pour tester des nouveaux procédés de production d'énergie par solaire concentré. Et donc tout ça situé dans le petit périmètre autour de Perpignan qui se trouve juste à la frontière entre la France et l'Espagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors ce labo fait tout un tas de choses, hein, du cylindro parabolique, du solaire concentré bien sûr, de la réfrigération solaire, de la décontamination solaire, de la désalinisation solaire, enfin on fait tout avec le solaire finalement. Et j'ai coloré le management de l'énergie et l'efficacité énergétique parce que c'est ce que je développe moi et dont tu m'avais demandé de parler là-dessus. Donc, je vais démarrer un petit peu là-dessus et vous parler de marché d'énergie en Europe. On va rester cadencé. Donc, marché d'énergie, je vous donne quelques exemples du marché initialement français, mais qui maintenant est un marché, comme vous le voyez, qui regroupe 8 pays, France, Allemagne, Autriche, Suisse, Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Avec un total de volume absolument phénoménal. On est sur près de 600 TWh, un nombre d'actionnaires ou d'actifs qui est assez impressionnant et qui couvre bien une grosse partie du volume. Alors comment ça marche? Ça marche, finalement vous avez ça, vous avez essentiellement 20% de l'énergie, ça c'est les chiffres français, hein, 20% de l'énergie échangée, électricité échangée, qui est sur le marché spot, le reste étant sur du long terme ou mid-term contract, avec des courbes. Alors je vous ai tiré, juste pour donner un exemple, les courbes d'aujourd'hui. Ça c'est les courbes de prix d'aujourd'hui qui sont sorties donc à midi, et qui sont donc sur la zone France, sur le graphe de gauche, et sur la zone Allemagne, sur le graphe de droite, avec une différence qui est essentiellement due, puisque c'est un seul marché, donc il ne devrait y avoir qu'un seul prix. Mais évidemment, il y a des problèmes de congestion dans le transport de l'énergie entre les zones, puisque c'est un des prix par zone, et donc il y a des problèmes de congestion qui génèrent des différences de prix artificielles. ATC price, ça s'appelle comme ça. Voilà. Et puis vous avez des phénomènes assez intéressants, qui sont des phénomènes où vous avez des jours que les producteurs n'aiment pas, avec des tarifs franchement négatifs. On a des tarifs ici vous voyez que dans les courbes précédentes, on est aux environs de quelques dizaines d'euros, hein, en positif bien sûr, pour chaque mégawattheure produit. Et puis parfois on a des zones négatives, et ça c'est dû essentiellement à la présence nucléaire dans la production. Et puis on a aussi des zones que les producteurs adorent, des jours que les producteurs adorent, avec des tarifs exceptionnels à plus de 200 euros par mégawattheure. Et là, c'est jackpot, évidemment, ces jours-là. Et c'est essentiellement des configurations de grand froid sur toute une zone, avec l'impossibilité, due aux limitations de transfert entre zones, d'échanger l'électricité d'un partenaire à l'autre, d'un pays ou d'une zone à l'autre. Voilà. Alors le timing, par exemple en France, c'est celui-là. Le matin, les gens font leurs enchères. Entre 12h et 12h40, l'ISO, le régulateur du marché, fait ses calculs, c'est-à-dire détermine les prix et les acceptations des enchères. Et puis l'après-midi, c'est le unit commitment. C'est évidemment les tarifs que je vous ai donnés tout à l'heure, qui ont été décidés aujourd'hui, c'est pour la production de demain. Voilà. Et un petit historique sur l'évolution des marchés, ça c'est, je pense, assez important de bien voir ça, c'est qu'en 2001, le marché c'était français. En 2002, le marché il était déjà français et allemand. En 2010, le marché était français, allemand, autrichien et, alors j'ai remis Germanie, mais c'est pas ça, c'est Switzerland. Et puis en 2014, on est déjà à 8 pays. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est la carte qui est là. C'est le plus gros marché mondial en termes de volume. PCR, c'est Price Coupling of Region. C'est le plus gros marché mondial et il y a une uniformisation des prix, un calcul complet, il y a un algorithme unique
pour les différentes zones. Alors il y a un algorithme assez complexe où chaque zone fait son tarif, puis ensuite il y a un second calcul et un troisième calcul pour unifier. Et là on est sur un giga marché, je vous dis le plus gros mondial au niveau du volume. Ça c'est la vie de tous les jours aujourd'hui, en 2018. Alors quelques évolutions des tarifs moyens des prix en Europe. Alors vous avez donc la Belgique, les Netherlands, Germany et la France, et vous avez une décroissance depuis 2011, une décroissance des tarifs. On est sur les tarifs spot, on est sur les tarifs d'échange sur les marchés, pas les tarifs du consommateur final, je tiens à le préciser. Et donc sur les tarifs spot, il y a une décroissance globale, et c'est justement l'objectif de cette réunion des marchés. Plus les marchés se regroupent, plus on arrive à baisser les prix, parce que lorsque l'un des pays va être cher, eh bien les autres vont pouvoir compenser, faire des offres intéressantes et automatiquement compenser. Voilà. Avec une volatilité qui est de plus en plus importante. Alors, Didier, pour contextualiser, parce que sinon on va rester sur le marché européen, quand on s'était rencontrés et quand on avait beaucoup échangé avec l'UDM sur ce sujet-là, on s'était dit, l'UDM est un master, il y a des étudiants, l'expertise de Perpignan qui va être en partenariat, etc. Nous, on se heurte, c'est parce qu'ils sont plus là, mais on se heurte souvent au fait qu'on n'a pas sur un marché dérégulé, on n'est pas, il y a un monopole et le régulateur tarde un peu à être très opérationnel. C'est-à-dire, est-ce que la recherche aujourd'hui, les étudiants, l'université peut nous aider en tant qu'opérateur privé du business aujourd'hui d'avoir une modélisation, de se dire que le point de départ du CV qui nous dit qu'au final il faut que tout le monde en bénéficie, que tout le monde ait un tarif correct, est-ce qu'on peut le modéliser en se disant que oui, on peut faire plus de pénétration d'énergie sur le réseau, oui, on peut avoir peut-être un marché dérégulé et démontrer que ça ne sera pas au détriment du consommateur lambda final, mais que ça va être plutôt un bénéfice pour s'il y a plus de players dans le marché de l'énergie, que je dirais pas un marché européen, mais un marché mauricien aussi. Alors pour ça, je retourne à la carte du PCR. Évidemment, avant de se lancer, d'appuyer sur le bouton et que l'ensemble de ses partenaires décident que finalement ça va être calculé par ce PCR, il y a eu 4 ans de calcul, de simulation en parallèle. Les calculs se faisaient dans les sous-marchés, en toute autonomie, et en même temps, il y avait des calculs qui étaient faits pour voir ce que ça aurait donné si ça avait été fait en unifié. En prédiction. En prédiction, avec des modèles en parallèle. Et c'est exactement ta question au niveau mauricien, c'est-à-dire vous connaissez le contexte actuel, et il est tout à fait possible d'avoir des modèles qui simulent ce qui se passerait si on était en dérégulé. Est-ce qu'on peut le faire? Si vous le voulez, avec grand plaisir. Parce que nous, on a besoin d'arguments en fait, c'est ce qu'on cherche. Alors on peut le faire, il y a des outils, donc là je peux passer un... Oui. Non, une question en amont. Il faut qu'il y ait un environnement avec des moyens de transport extrait qui sont homologués, normalisés, et parce qu'avec 5, 6, 7, 8, 9 disciplines, ça se passe en termes physiques pour le transport de l'énergie. Je reviens à la question. En fait, imagine plusieurs zones du territoire, imagine des microgrids, des smart cities qui sont à peu près des pays et qui sont un grid centralisé. La question, on la remet en place de perspective. Alors là, il y a des choix à faire, c'est-à-dire soit il y a un calcul unique et on considère qu'il n'y aura pas de saturation d'une zone à l'autre, de transport d'une zone à l'autre, et là il y a un calcul unique de dérégulation, et donc il y a une sorte d'ISO simulé qui fait le calcul, soit on considère qu'effectivement la saturation est un élément bloquant, parce qu'il y aura de la production plus dans le sud que dans le nord, et la consommation sera sur Port-Louis ou autre, et là il va falloir tenir compte de cette congestion en morcelant le pays en différentes zones de prix. Voilà, mais on va dire j'exagère, c'est un détail technique. Parce que faire de la simulation de marché en multizone ou zone unique, foncièrement, c'est la même chose. La révolution, c'est d'avoir un ISO. Technique et politique. Oui, alors bon, ça, là j'ai pas la connaissance locale. Non, je parle de politique en tant que policy. Policy. C'est pas politique, policy en termes de stratégie. Quelle option? La bonne réponse, c'est plusieurs simulations. Effectivement. Et en ayant les données de réseau, en ayant. Voilà, ça, il n'y a pas
d'un point de vue technique, pour échapper à l'aspect politique, d'un point de vue technique, c'est d'avoir plusieurs propositions. Et après, les décisions se font via le peuple et la gouvernance. Et d'un point de vue, on va dire modélisation, il y a des outils qu'on utilise. Ah oui, ça c'est un deuxième marché, mais peut-être je vais le zapper, je voulais vous en parler parce que ça s'est mis en place très récemment et c'est très important, en Europe en tout cas. En 2016, il y a les garanties de capacité qui se sont mises en place. C'est quoi en fait? Alors je peux passer cette étape de calendrier, essentiellement, c'est que vous avez trois catégories, les revendeurs, les producteurs et puis ceux qui sont les smart grid, les gestionnaires de petits réseaux, qui doivent, les retailers en tout cas, doivent acheter, par la loi maintenant en Europe, acheter des garanties de capacité de fournir de l'électricité à leurs clients pendant une période de pic. Parce que pendant une période de pic, il peut y avoir des soucis. Et donc, on demande par la loi aux retailers d'avoir cette garantie-là de capacité. Ils achètent des capacités. Et c'est un nouveau marché qui s'est mis en place en 2016. Je vous ai mis quelques tarifs, là, par exemple, ici, que j'ai pris aujourd'hui sur le marché spot. Et IPEX Spot qui fait ça aussi au niveau de l'Europe. C'est un second marché qui vient en complément du marché spot qui, lui, est sur l'offre et la demande. Et ce marché-là, il est là surtout pour... On a dit qu'il y a de la volatilité. Cette volatilité, elle vient du fait qu'on a fermé du nucléaire et qu'on a mis beaucoup de renouvelables. Oui, bien sûr, mais ça crée de la volatilité. Et donc, pour limiter un petit peu ça, eh bien, voilà. Et il y a un autre effet qui vient là-dessus, sur cette garantie nécessaire, c'est aussi tous les processus de type Demand Side Management. Voilà, si j'ai 5 secondes, j'en parle un petit peu. J'en ai 3. Bon, ça c'est les modèles qu'on utilise pour simuler les comportements des marchés, du Nash mélangé. Donc c'est des problèmes d'optimisation pour simplifier. C'est là qu'on pourrait utiliser. Exactement, voilà. Ça c'est des études qu'on a faites. Moi je travaille beaucoup avec EDF en fait. Ça fait 10 ans que je travaille avec EDF sur le plateau de Saclay. Et à l'époque, quand j'ai commencé à bosser avec eux, ce genre de modèle, j'étais la seule personne à bosser avec eux là-dessus, sur ce qu'on appelle le bi-niveau. Maintenant, il y a toute une équipe parce qu'ils ont senti qu'il y avait un vrai intérêt. Et donc, on fait des simulations de ce qui se passe au niveau des enchères. Voilà. Et puis, le Demand Side Management, ça c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qui se développe à fond. Je viens de terminer un projet avec EDF là-dessus. L'idée, c'est quoi? C'est que on va plus simplement avoir une demande et essayer de pourvoir cette demande. On va essayer d'encourager la modification de la demande. Et ça, c'est la vraie façon moderne de voir l'électricité. On ne va plus construire des centrales et des centrales et des centrales pour arriver à couvrir les pics maximum. Dans les pics maximum, on va les prendre et on va les déplacer ailleurs de façon à pouvoir fonctionner avec les centrales qu'on a. Et ça a un effet sur les unités de production, mais ça a un effet sur le réseau aussi, parce qu'évidemment on a besoin de moins de réseau. Alors comment on fait ça? Ça se fait maintenant de plus en plus en France. Il y a les erasement, on arrête carrément une entreprise pendant quelques heures, une journée, effacement, voilà. Mais il y a aussi ça c'est plus doux, on encourage, là on avait modélisé un modèle à trois niveaux, avec le métier d'agrégateur. Le A c'est agrégateur, le L c'est local agent, c'est-à-dire un gestionnaire de smart grid. Et le EU, c'est end user, c'est ceux qui, donc les consommateurs, on va dire. Et on encourage les consommateurs à déplacer leurs demandes en les payant pour ça. Et donc on fait une analyse de sensibilité à combien il faut payer les gens pour que cette demande se déplace et que du coup le réseau devienne plus stable, plus gérable. Et ça c'est vraiment, je vais dire, vraiment fondamental. EDF est en train de bosser beaucoup là-dessus, mais aussi tous les autres producteurs d'énergie en Europe, parce que c'est le futur. Et c'est compliqué, parce que c'est via des contrats, avec différents niveaux. L'agrégateur est là et il fait de ces choses-là. Si c'est intéressant pour nous, c'est d'aller un peu plus loin dans la modélisation, de sortir des chiffres, à combien par exemple je pourrais rémunérer quelqu'un qui me déciderait de le faire, à combien je pénaliserais quelqu'un à qui je dis de le faire et qui l'a fait. Ça aussi dans l'observation. Parce qu'on avait déjà essayé d'en parler avec le CEB, mais n'ayant aucun argumentaire chiffré précis, on a du mal à parler de convention d'effacement du réseau pour les industriels, pour les étudiants, etc. Voilà, mais nous on a fait des premières études, et là par exemple vous avez des chiffres de déplacement. Au début, dans le graphique de droite en bas,
Vous avez la première colonne, cet élément-là, en fait, c'est un placement médian-médian sur une heure 1 et sur une heure 2. Et puis au fur et à mesure, en fait, de l'encouragement à se déplacer, vous voyez l'encouragement à se déplacer qui est en bas en indice, eh bien vous avez un déplacement de la demande sur une heure ou sur une autre, qui se fait automatiquement et le client va lui, sur une partie, hein, il a une partie en général qui est indéplaçable, et puis il a une partie qui est déplaçable. Question? Sur les engagements permanents, ce serait comme si des tarifs différents, à des horaires différents de la journée, notamment pour faire quelqu'un utiliser sa machine à laver ou utiliser sa... C'est un peu ça, c'est un peu les tarifs heure creuse, heure pleine, on va dire, mais qui sont, comment dire, moins rigides. Là, il faut de la flexibilité, en particulier quand on a des clients qui sont des industriels ou des petites entreprises. On ne peut pas fonctionner comme un particulier qui va déplacer et mettre sa machine à laver la nuit, simplement parce que ça lui coûte moins cher. Donc s'il y a une certaine flexibilité à introduire, et c'est un rapport de contrat, mais le principe fondamentalement c'est le même. C'est heure creuse, heure pleine, on va dire. Time of use, voilà, time of use. Exactement, c'est demand side management, c'est du time of use. C'est une des formalisations du. Ce qu'il faudrait pour aller plus loin, c'est probablement un étudiant ou une groupe d'étudiants qui travaille dessus, qui nous répertorie la capacité qu'on a dans nos hôtels, dans nos industries, en groupe électrogène. Je vois si j'ai absolument, ça c'est une partie. capacité qu'on a, parce que la capacité en fait que le CEB va tarder à investir si vous voulez, et de se dire à partir de là, si on veut faire du demand side management, il y a l'efficacité énergétique, c'est bien, hein, on réduit, mais le demand side management permettrait d'être dans des contrats, dans une relation contractuelle avec l'opérateur CEB. Mais là, j'ai vraiment besoin qu'on creuse le sujet. Enfin, moi, je voulais vraiment qu'on en parle là, sans être trop technique, il a respecté le jeu, plus ou moins. Il vient d'arriver ce matin en avion et je l'oblige à faire ça. Mais c'était vraiment pour essayer de vous donner un peu d'appétit. Et je suis désolé, je vais restreindre là. Si après, vous avez des questions, on pourrait toujours en discuter tout à l'heure quand on sort. Mais c'est ce qu'on cherche vraiment là, c'est travailler davantage avec l'UDM, Perpignan, Limoges, Réunion, La Réunion, et de se dire, est-ce qu'on peut aller avec quelques groupes d'étudiants sur les modifications. Et nous, on est prêts à gagner. Voilà. Demain, on y va. Monsieur est aussi présent pour les assises de la recherche, 3 jours à l'IDM. Si vous voulez assister, vous contactez l'IDM directement. 3 jours d'assises de la recherche, demain jusqu'à vendredi. Est-ce que c'est possible de poser la question en bilatéral? Top. Allez. Okay. Directement tout à l'heure, c'est bon? Ouais. Juste pour continuer à avancer, comme ça on finit vraiment à 5h30. Il y aura 2 interventions et à 5h30 on peut aller. Merci beaucoup. Vraiment, Araj va intervenir. 2 minutes. Je suis sûr que ça va être très rapide. Je voulais que Raj peut nous parler un peu de cet acte de collaboration qu'on peut avoir entre le club ici à Maurice et sur le niveau régional, international. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut vous proposer en tant que professionnel sur cette dimension-là. Alors, je ne sais pas si on... Merci, c'est parfait. Alors, merci Michael. Très rapidement. C'est bon là. Très rapidement, lorsque on lance à Maurice PM2E en 2015 et la première phase en 2018, avec des résultats assez quand même positifs, on a eu des discussions au niveau du PPM. Le PPM, c'est le Public Private Meeting, secteur privé-public, où la COI est présente et l'Union européenne pour lancer un programme régional. Et d'où, en août 2017, on lance le projet régional efficacité énergétique avec Madagascar, les Comores, Seychelles, et aussi il y a un composant d'un projet PME sur Maurice. Alors, l'essentiel, c'est essayer d'avoir dans chaque pays une approche, un process qu'on avait fait à Maurice. C'est-à-dire avoir un comité de pilotage privé, national. À Madagascar, SIM qui a joué le rôle, Seychelles, c'était la Seychelles Energy Commission, et Comores, il y avait aussi des instances du privé de Comores. Alors on a fait le comité de pilotage à Madagascar, comme vous voyez en 2017, et on a lancé la cartographie, une cartographie qui a été terminée, et aujourd'hui on travaille sur un projet pilote comme on avait fait à Maurice. En même temps, il faut contextualiser le PM2E et non pas faire ce qu'on a fait à Maurice parce que le contexte dans chaque pays est différent. Au niveau des Seychelles, il y avait déjà une cartographie qui a été faite en 2016
On lance le comité de pilotage en 2017 et à partir de l'expérience qu'on a eue à Maurice, on a identifié un projet sur le froid, un projet pilote, et à travers PR2E, on a pu trouver des moyens pour financer ce projet pilote sur le froid qui a été lancé il y a à peu près 2 semaines et qu'on va terminer en août, fin juillet probablement. Et que, à partir de là, le comité PPR séchellois va identifier d'autres projets pour travailler. Au niveau des Comores, Bruno Chrétien, qui est l'expert qui a terminé la cartographie, on part, Michael et moi-même, le 3 juillet, il y a un comité de pilotage au niveau des Comores pour restituer, identifier un projet pilote et, allons dire aussi, encourager au niveau du PPM comorien de travailler sur d'autres projets. Je crois que l'essentiel pour nous, c'est de créer à partir du modèle PN2E toute une dynamique. Je vois par exemple notre ami Vincent, qui a été lui-même un des parrains du projet le projet PN2E à Maurice, avec AMM, lorsqu'il était président de AMM, on a pu avoir Michael, on a créé une synergie. Ce qu'on voudrait à travers PR2E, créer une synergie au niveau du bassin océan Indien. Et c'est ça qui serait intéressant. Le modèle qui vient d'expliquer sur la formation, il y a 26 étudiants pour les masters avec des entreprises. Imaginons maintenant, bon, là peut-être il y a quelque chose à faire. Alors il y a une dimension efficacité énergétique, une dimension production énergie renouvelable, une dimension d'éducation, une dimension où les entreprises quand même se mobilisent. Pour nous, PN2E serait vraiment un modèle qu'on va pouvoir créer au niveau du bassin de l'océan Indien à travers PR2E et d'autres compétences, quand même, je pense, cette synergie. On a mis quelques chiffres, pour vous en termes de nombre de grands consommateurs, en termes de factures énergétiques, en termes de potentiel des gains, les gains financiers et investissements aussi. Parce qu'on va pouvoir créer chaque pays, chaque île au niveau du bassin océan Indien, on est trop petit. Mais il faut une masse critique de la connaissance, une masse critique allons dire des entreprises qui sont engagées, une masse critique sur la formation. Et dans tous nos projets PN2E, il y a tout le temps la dimension projet pilote, la dimension formation et la dimension de pérenniser à travers le process dans chaque pays, dans chaque île, ce qu'on appelle le PPM, le Public Private Meeting. Voilà qu'on voulait partager avec vous en vitesse pour quand même démontrer qu'aujourd'hui, il y a une ambition qui est plus large que Maurice, il y a une ambition qui est dans le bassin océan Indien. Et nous pensons que vraiment, on sera en mesure de créer dans chaque pays membre de la CEI quand même cette dynamique au niveau de ce qu'on appellerait la transition énergétique finale. Voilà un peu ce que vous voulez partager avec la passion. Ce que je voulais aussi mentionner dans cet aspect de vision de la coopération et le lien qu'on peut avoir le club sur le régional international, c'est de vous démontrer qu'une institution comme Business Mauritius, on est en partenariat avec d'autres institutions du privé, ce qu'on l'a dit, syndicat industrie bagage, la chambre de commerce aux Seychelles, avec le patronat aux Comores. Donc il y a toutes ces discussions qui sont aujourd'hui concentrées sur l'efficacité énergétique peuvent, comme il a dit à la fin, aboutir à la discussion de la transition énergétique dans le bassin océan. C'est pour que vous ayez ça à l'esprit, on pourrait peut-être reprendre une thématique plus précise à terme. Et puis quand on montre des chiffres d'investissement, des chiffres de potentiel d'économie aujourd'hui, c'est assez facile d'aller convaincre un bailleur comme l'Union Européenne, l'AFD ou autre, d'accorder du financement à ces pays et de faire en sorte que des outils énergétiques ou des études plus poussées que soient menées, là où l'expertise régionale peut être mobilisée. Je le dis parce que beaucoup d'entre vous nous l'ont dit dans le PN2E mauricien, certains acteurs mauriciens se sont sentis un peu laissés de côté. Mais dans notre logique PN2E avec des appels d'offres et l'expertise locale, en partenariat avec l'expertise internationale ou pas, c'est quelque chose qu'on peut vraiment privilégier, qu'on fera sur le PN2E mauricien et qu'on essaiera aussi d'avoir dans le programme régional d'efficacité énergétique, en sorte que le bassin océan Indien, avec du financement
avec du partenariat public-privé et des entreprises intéressées à mettre en œuvre des solutions. Ce sont aussi l'expertise régionale qui monte en compétences sur les sujets. Un dernier point, avant je pense même qu'on les films avant 50 ans, pour passer ensemble un petit moment amical networking, Kamlesh, sur la Marina, Mauritius Renewable Energy Agency. On voulait avoir une courte présentation sur ce tout nouveau skill qui vient de démarrer au niveau de la Marina, un dispositif qui, alors, je ne sais pas comment tu le prononces, NCRE. Alors je vais essayer de prononcer et de présenter ce skill. Si je vais oser, ça va être inséré, mais c'est un National Scheme for Emerging Innovative Renewable Energy Technologies. Voilà. Allez. Inséré, au début, il y avait notre nom. Bon, moi je dis bien avec c'est un petit souci. Non, c'est bon. Alors, on va chercher peut-être sans la colonne. Je vais passer en plein écran, mais je te laisse commencer. Alors, donc c'est une initiative récente. L'appel d'offres a été lancé il y a à peine une dizaine de jours. L'idée, c'est un collaborative scheme, donc une collaboration entre Marina, que je représente aujourd'hui, notre CEO qui ne devrait pas être avec nous. Alors, donc Marina, qui a pour fonction, on est très jeune, une agence sous le ministère du Service public de l'énergie. Donc l'aspect de promotion de l'énergie renouvelable sur le territoire aussi. Ça marche? En écran? Je peux passer le slide, mais je ne vais pas le passer en écran. Alors, donc, on a plusieurs fonctions parmi la promotion, encourager l'énergie renouvelable, faire le awareness, etc. Donc, on s'est mis en partenariat avec le Mauritius Research Council, qui maintenant passe sur le Mauritius Research et Innovation Council, pour l'aspect innovation, et avec la CEB, voilà, merci. Avec la CEB, et mes amis sont ici, pour soutenir, qui parmi, ils doivent créer des schemes pour promouvoir la génération de production of renewable energy. Donc, à quoi Depuis la création de Marina, c'est la première fois qu'on peut avoir une telle coordination entre les organisations pour un scheme. Pour un scheme national, voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu Marina qui mène le jeu, mais en collaboration. Et l'idée, c'est que quand Marina, très jeune, très petit, on avait souvent reçu des projets, type innovateur, type différents projets. On ne savait pas comment canaliser. Et on se trouvait à chaque semaine des projets de différentes tailles. Et on voulait trouver une façon de mieux canaliser, de mieux donner de visibilité aux entrepreneurs, aux promoteurs, de pouvoir mieux diriger leur projet. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé plusieurs mois pour trouver une formule qu'on pense pourra marcher. Bien sûr, c'est la première fois qu'on lance et on verra comment ça se déroule. Et c'est le 7 juin. Voilà, donc en quelques mots, voilà, le LCR Scheme. Ça a été lancé, si je n'ai pas la date, donc ça a été lancé dans le prochain. Le 7 juin. Voilà. Mais peut-être qu'on va juste donner les grandes lignes du projet, de l'appel d'offres. Donc l'idée c'est que vraiment promouvoir l'aspect innovatrice, innovation, sustainability. L'idée c'est que beaucoup de promoteurs voulaient mettre des projets mais ils n'arrivaient pas, donc c'était un risque à prendre. Donc on s'est dit, alors on va nous donner l'occasion de mettre des projets pilotes en phase pilote, des petites capacités. Ils testent sur les conditions locales, sur peut-être une technologie qui marche, innovatrice qui marche sur d'autres territoires, mais dans les conditions tropicales ou marines mauriciennes, peut-être ça ne marche pas, ou ça marche mieux ou moins bien. Ils testent pendant un an, ils font des essais. On les soutient financièrement à travers l'achat d'électricité. Donc ils ont un tarif d'achat pendant la qualification. Et après, il y a l'évaluation, la CEB, l'évaluation technique, et bien sûr d'autres aspects. Les projets. Et à partir de là, ça c'est après l'échéance, ils peuvent, je ne vais pas peut-être trop en parler à ce stade, mais il y a une possibilité, politiquement, ils peuvent vraiment avoir des contrats de négociation, et avec, en se basant sur cette technologie innovatrice qui maintenant va être établie. Le projet de concurrence, ça peut être réalisé de
potentiel. C'est difficile à dire aujourd'hui, mais L'idée, c'est au moins donner l'accès à des développeurs de tester des technologies, des idées, et voilà. Donc, on a limité à 200 kW maximum les unités, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire 200. Il y a des projets qui peuvent être 10, 15. Il y a des projets qui peuvent être flexibles. Il y a d'autres qui peuvent être juste sur des grandes tailles, sur 200, ou ils ramènent à 200. Donc nous, on dit jusqu'à 200 maximum. Pour un aggregate, plus de 2 MW. Donc, ce qui, en tout cas, c'est 2 MW. Voilà. Donc si on a 10 projets de 200 MW, si on a que des projets de 200 MW, il risque que 10 projets maximum. Donc voilà, c'est ça. Alors bien sûr, être sous le cadre SSDJ, MSDJ avec des contraintes techniques qui sont déjà connues. Et il y aura une année minimum de test période. Et c'est là où le promoteur doit garantir qu'avec la technologie, on va produire tant d'unités d'énergie. Et la CEB va pouvoir observer si c'est sur un an, si cette performance c'est possible. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment pour pouvoir satisfaire. Alors, la CEB, elle ne demandait pas parler de tarifs tout à l'heure. Je ne sais pas si on va sur les tarifs. Si le ski. Va bien la nuit. Ce que je voulais dire, c'est que si c'est approuvé par les différentes organisations, Marina, CEB et ainsi, le dossier fonctionne, ces technologies, je dis n'importe quoi, les technologies marines, avec un projet de démonstration innovant qui fait 100 kW. Et donc, le temps de la démonstration, j'ai un tarif de rachat. Est-ce qu'on sait déjà ce tarif aujourd'hui? Alors, le but c'est de me poser la question en écrit à l'adresse mail, comme ça on va pouvoir répondre et le mettre sur le site. Mais ça va être sur un maximum de 4 copies pour la période de démo. Et donc, mais ça ne veut pas dire que après ça va être 12 mois. 12 mois. Donc, mais il y aura pas garantie s'il faut produire l'électricité. La seule incitation est dans le tarif d'achat. Le promoteur, lui, doit vraiment être en capacité d'aller investir, trouver la technologie, avoir les IAE possibles ou pas en fonction de la. Mais l'idée, c'est pas ce tarif d'achat. L'idée, c'est qu'il n'y avait pas de façon où quelqu'un devait tester l'idée sur l'électricité aussi, avoir cette connexion. Donc, soit il devait être une technologie mature, comme le solaire, on a parlé longuement, ou l'éolien, mais vraiment, il dit est-ce que ça va marcher? Donc, c'est cet accès, comme je ne vais pas la mentionner, cet accès aux connexions au réseau. Et voir si dans les conditions du réseau local, ça peut marcher. Donc moi je trouve que c'est plutôt ça l'aspect intéressant. Parce que les projets innovateurs, si on fait hors réseau, hors grid, on serait très intéressé. Mais l'idée c'est de pouvoir donner cet accès sur un casque. Tester effectivement la relation sur la fourniture, les critères que la CEB a acceptés aussi en termes de fréquence et de tension. Donc c'est très important. Je te laisse terminer ce cas. Ouais, juste qui résume un peu ce qu'on a sur le site web. Donc, on a commencé à penser sur ce scheme en fin 2018. Donc, la jeunesse, c'est déjà 2018. Je pense que tu as été voir les papiers qu'on a circulés au marine avant sous la forme de MERIS. Oui. Donc, c'était un peu le MERIS scheme qu'on a développé au Marina, qu'on a poussé vers le CB. Ça s'est métamorphosé en NCRL. Donc on a travaillé avec la MRC pendant cette année. Ensuite on a lancé le 7 juin, on a lancé l'appel d'offres. Toutes les requêtes, toutes les questions sont bienvenues par écrit sur info@marina.org avant le 14 et on va tenter de répondre et de donner des éclaircissements. Ensuite donc la date butoir, la date importante, c'est le 28 august. Voilà, deadline. Soumettre votre projet en hard copy et en soft copy. Soit venir déposer ou par courrier. Pas de email, pas de online form pour celui-ci, mais on peut faire un soft copy. Et les formulaires, c'est sur le site. Pas formulaire, mais les indications, les guidelines sont sur le site. Alors, en deuxième moitié de 2019, avec d'autres experts et des consultants, on va commencer à analyser les projets et les trier. Et à partir de là, on va voir les projets qui sont vraiment innovateurs pour les office.
c'est pas que des technologies, ça peut être projets, des technologies existantes dans des contextes de projets innovants. Donc, ça peut être aussi un élément très intéressant, local, qui peut ajouter à un projet. Donc ça ne veut pas dire que le solaire, ça peut être le solaire, mais dans des contextes plus intéressants. Vraiment intéressant que ça. Là, on va choisir les projets, on va commencer à faire des offres, et là, il y aura la connection à Internet, où l'opérateur, le promoteur va 6 mois pour avoir les permis et déjà monter leur démo kit. Et après un an, ils auront 1 an à partir de là à tester leur fourniture. Donc c'est ça, on anticipe 2019, s'ils sont très en avance, ils peuvent avoir jusqu'à la fin de l'année déjà avoir la démo et produire, exploiter. Et pendant toute l'année, pendant 12 mois, on va tester et puis on verra comment ça se passe. L'idée, c'est d'ouvrir les portes. D'accord. Alors, je vais peut-être ouvrir les questions. 1, 2, 3. Oui, juste pour te demander, dans le cas où le projet aboutit, la CEV, Marina, un autre étudiant satisfait, quelle est la grandeur du projet que l'inventeur et son partenaire s'attendent? Quelle grandeur du projet? Je pense que la négociation arrivera au moment avec la CEB. Ça dépendra de la tarif d'achat et tout, mais je n'ai pas de réponse précise à ça à ce stade. Alors, c'est quand même lui, il va venir avec toute son intelligence, tout son savoir-faire, c'est la question de la vie. Exactement. Alors, pour la phase de soumission de dossier, pour répondre à cette question, on aura signé un deal, confidentiality and disclosure agreement qu'on va signer avec, entre le promoteur et l'équipe. Si le promoteur insiste sur ça, c'est ça, on a un document qui est prêt. Qui veut dire qu'on s'engage à ne pas divulguer quoi que ce soit pendant cette phase, en toute confidentialité. Mais par contre, vous allez lire les lignes du projet, c'est que le CV doit avoir accès pour pouvoir faire les tests, etc. Nous, on ne va pas afficher tout le dossier sur le site web pour que tout le monde puisse voir. Mais l'ordre de grandeur du projet, une fois qu'on passe sur le lien signé, je n'ai pas de réponse et je pense que c'est la CIB qui sera mieux placée à ce stade. Nous, au niveau Marina, on veut encourager cette nouvelle technologie, des idées intéressantes à trouver le pied. Merci. Petite question, j'ai vu le maximum 100 kg, mais est-ce que vous avez un minimum 1, 2, 3, 4, 5 On va pas penser à ça, mais on n'a pas beaucoup. Savoir si les décentralisés. Alors, par exemple, on a par exemple, juste pour peut-être répondre à ta question directement, c'est qu'il y avait quelqu'un qui est venu avec un projet qu'on va canaliser vers ce scheme, qui voulait vraiment avoir des projets sur quelques centaines de kilowatts. Et lui, il dit qu'il doit avoir un démo pour ne pas prendre de risque, pour avoir moins de complications dans les permis et tout. Il va faire un démo sur 15 kilowatts. Donc il est prêt à faire ça. Il n'y a pas de limite alors en dessous. On peut faire des démos à 3 ou à 5. Et ça dépend si tu veux sur le SADG, sur le 415 volts ou ça va pas. Donc il faut vraiment. Et plus tu as de flexibilité sur le dossier, donc tu peux dire, si on peut faire que 200, on peut faire que 200. Si tu dis je peux faire entre 50 à 200, ça te donne plus de flexibilité. Donc ça donne aussi l'assesseur à nous, on sera derrière à évaluer, on dit on peut le caser quelque part. Merci. Merci, Kamlesh. Donc, je salue l'information du scheme, mais je le trouve pas très incitatif, pour être franc. Donc, ça veut dire que si on n'a pas de contrat derrière, si ça se passe moyennement bien ou un peu moins, c'est quand même un tarif d'achat qui ne sera pas plus que 4 roupies, 4 000 kWh, et seulement 1 an d'achat. Et j'ai vu aussi qu'il n'y a aucun financement du M1 ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment le promoteur qui fait l'investissement dans le pilote, bon, même si ce n'est pas des puissances gigantesques, mais tous les risques sont chez lui. C'est ça un petit peu le moment. Je vois ton argument, et c'est des arguments qu'on a aussi reçus. Bon, je peux répondre d'une façon, c'est que dans le cas où ça ne marcherait pas, disons que la technologie que tu penses à innovatrice à l'éventuelle ça ne marche pas,
Donc, tu n'as pas fait des grands investissements, tu as fait un petit démo, on t'a donné l'accès, sur les réseaux, dans les conditions. Morrison, ça marche pas. Donc voilà, le tarif est un peu trop cher. Ça peut être ça aussi. D'accord, ça peut être ça aussi. Bon, j'ai dit potentiellement il y aura les SPA, mais là le CB, ils ont mis ça. Donc ils ont mis ça, on est d'accord, on a affiché ça sur notre. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment pouvoir négocier. Mais toi aussi pendant cette année, tu pourras avoir des développements, tu pourras aussi faire baisser le coût de ta technologie, comprendre vraiment ton installation dans le contexte scale et pouvoir sur Computer Scale, pouvoir aussi baisser les coûts. Donc je préfère peut-être focaliser sur l'aspect innovateur R&D dans le contexte local, mais je vois ton argument. Et Cartropie, c'est définitif, on peut poser la question. Je pense que ce n'est pas négociable. Pose la question en écrit. Ça va être mieux pour moi, ça va être plus facile pour moi de répondre. Pose la question en écrit, s'il te plaît. Mais pour le testing fait, je passe plus ou moins sur business, plus institution publique, institution financière, dans la transition énergétique. C'est quoi la transition énergétique? C'est juste sortir d'un modèle d'économie carbone à un modèle d'économie bas carbone. Mais ça ne parle pas de l'événement d'aujourd'hui. Vous avez discuté de quoi? Peut-être un petit résumé. L'événement aujourd'hui était une première réunion du club Nous l'Énergie. C'est un club que Business Mauritius lance pour tous ceux qui veulent entreprendre cette transition énergétique-là. L'objectif, c'était d'avoir une première réunion, fixer les objectifs, fixer les missions, les relations qu'on peut avoir au niveau networking du club, et aussi de pouvoir inviter les institutions comme le CEB, l'Amarena, le ministère qui pouvaient être avec nous pour partager la vision aussi du gouvernement dans la transition énergétique, les différents schemes possibles, et là où le secteur privé, les entreprises, peut investir pour implémenter des projets. Mais sinon, vous allez vous rencontrer à quel intervalle? On pense que le club peut se rencontrer entre 3 à 4 mois, mais ce qu'on a proposé aussi, c'est qu'on peut créer des groupes de travail dans le club pour que les gens qui veulent se rencontrer plus souvent sur les éoliennes par exemple, ou sur la biomasse, ou sur le solaire, on est disponible, on pourra toujours, en fonction des volontaires, se réunir plus fréquemment. Il y a combien de membres? Aujourd'hui, on a eu plus de 70 participants, mais la base de données est beaucoup plus grande que ça. En fait, on a une manifestation d'intérêt pour à peu près 100-120 personnes, mais présents aujourd'hui 70 personnes. Régional? À Maurice, c'est vraiment les professionnels dans le secteur des énergies renouvelables, dans le transport, dans le bâtiment. C'est vraiment tous ces professionnels-là qui ont voulu être dans un club qui parle de l'énergie. En première impression, qu'est-ce que vous ressortez de cette rencontre-là? On a parlé beaucoup de gross metering, de net metering, de réseau. Qu'est-ce que vous retombez là à chaud? Alors, première appréciation pour nous, c'est que l'objectif a fonctionné. Les gens ont pu partager leur expérience, poser des questions, intervenir. Les différentes interventions sont aussi dans un temps court pour pouvoir justement laisser la place à des questions. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de demandes des opérateurs du privé pour avoir accès à l'investissement, pour pouvoir avoir accès à des schemes qui permettent d'investir, d'installer du photovoltaïque, d'installer des technologies innovantes. Et on constate que l'État, le gouvernement aide de plus en plus à travers les différents schemes, SSDG, MSDG, etc. Mais il y a encore beaucoup de clarifications à amener et on attend incessamment sous peu le roadmap qu'a prévu le Premier ministre et le ministre des Finances dans le budget. Ce roadmap va pouvoir donner plus de visibilité, comme c'est écrit, à tout le secteur privé. Merci.